Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h15 sur Europe 1. Muriel Waknin-Melki, bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes avocate pénaliste. Vous êtes aussi la présidente de l'organisation juive européenne. Évidemment, on a beaucoup d'actualités à commenter, comme je le disais juste avant, avec Raphaël Steinville et Philippe Guibert qui sont toujours dans ce studio. D'abord, votre réaction. La nuit dernière, 5 lieux fréquentés par la communauté juive, le mémorial de la Shoah, le plus emblématique, 3 synagogues et un restaurant, ont été souillés par des jets de peinture verte. Alors, une enquête est en cours. Il y a une condamnation de la classe politique. Alors, du côté d'LFI, on a entendu que Manon Aubry, de dire que le racisme était inacceptable. Bruno Retailleau est monté au créneau. Jordan Bardella s'est également prononcé. François Hollande, l'ancien président. Il n'empêche, ce soir, quel goût avez-vous dans la bouche devant ces nouvelles profanations? On ne sait pas d'où ça vient. Hein. Je le précise, on ne sait pas qui est pour l'instant l'auteur, mais quel goût ça vous laisse? Un goût terriblement amer, et puis un sentiment de rage, un sentiment de colère, un sentiment d'impuissance. Il faut bien comprendre que nous alertons maintenant depuis bientôt 2 ans sur la problématique d'avoir une parole totalement décomplexée en matière d'antisémitisme qui sévit sur les réseaux sociaux, qui sévit sur la scène politique, sur la scène publique, et que irrémédiablement, on le dit, ces mots de haine s'impriment dans des esprits parfois un peu plus faibles, parfois moins bien construits, ou dans des esprits tout court, et conduisent à des passages à l'acte de cette nature, ou pire, des passages à l'acte criminels. Donc il y a une espèce de ras-le-bol de la communauté juive, mais pas que. Moi j'ai eu des appels d'amis en dehors de la communauté juive qui m'ont dit à quel point ils étaient écœurés, à quel point ils étaient touchés de cette profanation, notamment le mémorial de la Shoah, le mur, là où tous les noms des déportés sont inscrits. C'est extrêmement, extrêmement choquant et c'est lourd de sens. Et moi, je ne veux pas entendre cette polémique sur qui peuvent être les auteurs. Et en fait, je vais vous dire, je m'en fiche, mais royalement. Ce que je constate, c'est que tous les jours, nous avons des actes antisémites en France, sur le territoire national. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cela arrive et comment cela arrive. Et nous avons décodé ce mécanisme. Ça fait, je le dis, plus de 18-19 mois maintenant que nous expliquons que le conflit au Proche-Orient a des répercussions dramatiques sur le sol national, que les propos qui sont tenus par les uns et par les autres sont créateurs de ce type de troubles et de ce type de délinquance et parfois de criminalité. Je le rappelle, vous le savez, j'étais venue en parler chez vous, Pascal. Il y a une petite fille de 12 ans qui, il y a tout juste 1 an de cela, a été violée par 3 garçons âgés de 12 ans, 13 ans, 14 ans, parce que juive, et parce que comme elle était juive, on lui a reproché forcément d'être au soutien d'Israël et responsable du génocide supposé commis en Israël. Donc je le redis encore une fois, il y a une responsabilité de nos élus politiques, et cette fois-ci, je pointe également la responsabilité au plus haut niveau de l'État. Je parle du président Emmanuel Macron qui sait pertinemment les affres dans lesquelles la communauté juive de France est placée depuis maintenant près de 19 mois. C'est du quotidien, ce sont des actes antisémites au quotidien qui touchent nos enfants, qui touchent nos familles, qui touchent nos aînés, et pour lesquels, au lieu d'essayer de ramener une paix sociale en France, des propos particulièrement virulents à l'encontre d'Israël sont tenus, avec des accusations qui sont très graves, avec un lexique qui emprunte tout du Troisième Reich. Vous parlez d'Emmanuel Macron ? Je parle de certains élus politiques et je parle aussi d'Emmanuel Macron qui vient s'émouvoir sur le 13 mai dernier. Ça a commencé comme ça, c'était il y a 2 semaines de cela, sur une chaîne, une grande chaîne, je crois que c'était LCI ou TF1, où il s'est ému de ce qu'il avait constaté en se rendant à la frontière égyptienne, en rencontrant des blessés de guerre, parce que c'est de cela dont il s'agit, en parlant à une heure de grande écoute, en tenant des propos qui étaient très compliqués à entendre pour les auditeurs et les téléspectateurs, et en liant ça à l'action d'Israël, et en parlant de faillite morale de l'État d'Israël. Donc j'ai, moi, quelque chose d'extrêmement amer en bouche, parce que je considère qu'on a suffisamment alerté, et que le président Macron est suffisamment alerté sur l'inflation exponentielle des actes antisémites, et la corrélation entre les propos qui peuvent être tenus sur ce qui se passe en Israël et à Gaza, et
la traduction en actes ici en France. Est-ce que vous trouviez opportun qu'Emmanuel Macron, alors qu'il était en tournée en Asie, fasse référence à la création d'un État palestinien? Je voudrais qu'on réécoute les mots du chef de l'État. La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique. Emmanuel Macron a-t-il eu raison? Alors qu'il était en tournée en Asie, c'était plutôt pour négocier des contrats. D'ailleurs, il rentre avec plusieurs milliards de contrats négociés. A-t-il eu raison d'évoquer cette création d'un État palestinien à ce moment-là? Non, je crois que c'était évidemment pas le moment pour l'évoquer. Et puis, moi, j'ai quand même une question majeure. Mais on crée un État palestinien qui démarrait son existence avec 58 otages, sans régler le sort des otages. Oui, il a mis des conditions, mais je veux dire, pourquoi il a évoqué cette création il met des conditions, il a les possibilités de tenir ces conditions, c'est-à-dire qu'il peut s'engager en tant que chef de l'État français à ce que cette condition de libération des 58 otages soit réalisée. Je rappelle qu'il a annoncé qu'il entendait reconnaître un État palestinien pour le 17 juin prochain. Le 17 juin prochain, c'est demain. Est-ce que le président Macron, lorsqu'il fait cette proposition, est-ce qu'il n'a pas l'impression un petit peu de mettre de l'huile sur le feu? Est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être hors du bon timing? Est-ce que dans un timing absolument normal, il ne conviendrait pas de mettre tous les efforts possibles et imaginables pour aller récupérer ces otages et pour aider Israël à les récupérer, et dans un second temps, à ce moment-là, d'envisager l'étape suivante, la création d'un État palestinien. Mais venir évoquer la création d'un État palestinien au cours de ce déplacement-là, dans la situation actuelle qu'Israël traverse, Israël est toujours en guerre, Israël a toujours 58 otages à récupérer. Est-ce que le président Macron se rend compte à quel point c'est difficile pour les familles qui ont leur fils, leur mari, leur père encore otage à Gaza, d'entendre que la France souhaiterait reconnaître aujourd'hui un État palestinien? Il s'agit d'une récompense qui est donnée en fait. Et une récompense à quoi? Une récompense au massacre qui a été commis le 7 octobre dernier? Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Véritablement, est-ce qu'il y a une morale à cela? Lui qui parle de devoir moral, est-ce qu'il y a une morale? Est-ce qu'il y a une justice? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève d'une quelconque valeur éthique à vouloir proposer sur un plateau la création d'un État palestinien alors que 58 otages sont encore entre les mains du Hamas à Gaza? Voilà, c'est une question de tempo. Non, mais Philippe Guibert, je vois réagir, mais c'est le tempo. Oui, est-ce que c'était nécessaire d'aller parler de ça alors qu'il était en tournée en Asie? Vous comprenez, effectivement. Non, mais c'est pour la communauté juive de France qui, elles, se sont menacées et qui est ciblée en permanence. La reconnaissance d'un État palestinien, c'est la position de la France depuis 60 ans. Non, mais tout le monde est d'accord. Mais tout le monde est d'accord, ça pose pas de difficulté. Et d'autre part, si je peux me permettre, je ne suis pas porte-parole d'Emmanuel Macron, mais je trouve... d'embarquer Emmanuel Macron dans la vague d'antisémitisme, vraiment, je suis gêné non, je n'ai pas dit ça du tout. Je trouve que la critique de LFI, n'a pas dit ça. Autant la critique de LFI me paraît largement. Mais la critique de LFI, largement justifiée. Je pense que on me connaît suffisamment sur les plateaux pour savoir ce que j'en pense et les plaintes que j'ai déposées contre LFI et qui sont toujours entre les mains de la justice au demeurant et pour lesquelles le ministre de la Justice actuellement ne fait rien non plus, qui fait partie du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je ne mâche pas mes mots sur la France insoumise et la montée de l'antisémitisme. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que M. Emmanuel Macron fait flamber l'antisémitisme. Je dis qu'il ne peut pas ne pas savoir les répercussions des propos qu'il tient. Il a suffisamment maintenant de recul. On est à plus de 19 mois. Ce n'est pas un sentiment pour la communauté juive de se sentir menacée. C'est une réalité. C'est la position de la plupart des États européens. La France a été plutôt en retard. J'aurais tellement souhaité... Personne n'est contre la création d'un État palestinien et certainement pas Maître Waknin Mekli. Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, dont à Singapour, a rappelé un certain nombre de conditions qui passent par la libération des otages, qui passent par le fait que le Hamas n'ait plus le contrôle de Gaza. Le désarmement du Hamas. Le désarmement du Hamas. Ah bon. Il appuie le plan jordanien, égyptien
et normalement avec l'Arabie Saoudite pour que, en réalité, ils prennent le contrôle de Gaza et que ça ne soit plus le Hamas qui ait ce contrôle. Donc, les conditions, on peut discuter du timing, mais les conditions, en fait, c'est le timing qui pose le problème. Moi, j'entends bien. La position du Quai d'Orsay, elle est très connue. La position du Quai d'Orsay est très connue. La solution à 2 États en France est très connue aussi. Ça a toujours été la position de la France. Très bien. Mais vous pensez qu'elle est toujours valable aujourd'hui, là, en ce moment? Vous pensez que véritablement, c'est le bon moment pour un président de la République, le président de la République française, de venir dire: je pense que le 17 juin prochain, je vais annoncer, je vais organiser et je vais dire reconnaissance d'un État palestinien. C'est pas ce qu'on attend du président. Monsieur Macron, c'est pas ça qu'on attend de lui. Là, aujourd'hui. Mais avec le Hamas qui règne toujours en maître et à Gaza, et qui. Non, il règne plus en maître de la même façon au bout de 600 jours de guerre. Non, mais qu'ils aient perdu des guerriers, des terroristes, dans les combats avec le Hamas, bien évidemment. Mais le fait est que l'emprise qu'ils ont sur la population à Gaza, l'emprise qu'ils ont également en Cisjordanie, laisse quand même interrogatif quant aux conditions que pose Emmanuel Macron, qui ressemble quand même d'abord à une sorte de fiction avec des clins d'œil adressés peut-être à la rue française. Bon. Moi, la difficulté que j'ai la difficulté majeure que j'ai, c'est que j'ai le sentiment qu'on a un président qui n'est pas en faveur de la paix. Je l'ai dit, ni à Gaza, ni en Israël, et encore moins en France. Pas de paix sociale en France avec ce type de propos. Ça, c'est la position que je maintiens, parce que elle est traduite par des prises de parole. Systématiquement, on a à peu près une prise de parole de M. Barrot, le ministre des Affaires étrangères, quasiment tous les jours, sur la situation Israël-Gaza, comme si c'était la priorité de la France. Et je crois que la France a peut-être d'autres priorités en ce moment à gérer. Et deuxièmement, le président Emmanuel Macron, lorsqu'il fait ce type de déclaration, il sait exactement les conséquences derrière. Et là, les inscriptions qu'on a vues, c'est pas rien. Encore une fois, c'est pas rien. Il faut bien comprendre que nous, nos enfants, pour aller à la synagogue, on ne les laisse plus partir à la synagogue. Oui, mais c'est la réalité. Non, mais attendez, je suis désolée, c'est peut-être difficile à entendre. Vous ne pouvez pas faire le rapport entre les positions d'Emmanuel Macron. Et pourquoi je ne ferai pas le rapport? Pourquoi je ne ferai pas le rapport? Vous l'embarquez dans ce qui se passe en France. Ah, mais c'est la réalité. C'est la réalité de la France. Si vous dites que Emmanuel Macron n'est pas pour la paix, alors que dire du gouvernement israélien? Ah, mais moi je ne vous parle pas du gouvernement israélien, je vous parle du gouvernement français. Moi je suis française. Je suis française et je parle du gouvernement français et je vous parle des difficultés que nous avons, nous, en qualité de citoyens français de confession juive, à vivre en France. C'est-à-dire que si des personnes ne se sont pas encore rendues compte à quel point c'était dur, moi, en tant que présidente de l'Organisation juive européenne, je peux vous dire qu'on reçoit des appels plusieurs fois par jour pour nous signaler des incidents à caractère antisémite quand ce ne sont pas des agressions. Personne ne nie qu'en France aujourd'hui, il y a un antisémitisme d'atmosphère, que un certain nombre de propos tenus par nombre de politiques, notamment à l'extrême gauche, contribuent à alimenter comme du carburant tous ceux qui ont parfois de manière non assumée des propos antisémites. Mais là où c'est dérangeant, c'est que vous, peu importe qui est derrière, quels sont les auteurs. C'est ce que vous avez dit au préalable. Oui, parce qu'en fait, j'ai entendu... Alors même, et que l'histoire récente nous l'a appris, que parfois, il s'avère que des États étrangers, des services de renseignement utilisent justement ce contexte inflammable de la France pour, à leur tour, utiliser... Pour déstabiliser le pays. Alors, ça, on a cette explication-là, on l'a entendu. Moi, j'attends des éléments par rapport à ça. Et je ne me contenterai pas de la même chose que pour les étoiles de David qui avaient été peintes en bleu. C'est-à-dire qu'on nous a dit que effectivement c'était une ingérence. Personne n'a été renvoyé devant le tribunal pour cela. Je n'ai pas eu d'auteur interpellé, je n'ai pas eu de condamnation. Et croyez-moi, quand vous avez de fausses affaires à caractère antisémite qui arrivent, et c'est arrivé, les personnes sont traduites devant la justice et elles sont lourdement condamnées. Ça veut dire que vous remettez en cause le discours officiel? Ça veut dire que pour l'instant, je n'ai pas accès à ces éléments d'enquête. Je ne les ai pas sous les yeux et je ne peux pas le savoir. Et quand je vous dis que je me fiche, entre guillemets, des auteurs, moi, ce que je vous dis qui m'importe le plus, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans les rues de Paris, le mémorial de la Shoah a été tagué, les noms des déportés ont été bafoués avec cette ligne verte de la couleur du Hamas. Et c'est cela que je retiens, et c'est ça qui est important de retenir. Ce n'est pas un antisémitisme d'atmosphère, c'est un antisémitisme qui pollue la vie de tous les concitoyens français de confession juive, et au-delà,
de la communauté juive, je crois qu'elle pollue quand même pas mal la vie de nos concitoyens d'une manière générale, de la communauté nationale. Mettre une toute dernière chose, parce qu'on manque de temps, est-ce que vous allez porter plainte pour ces actes ? Bien évidemment, nous serons aux côtés des synagogues, nous serons aux côtés du mémorial de la Shoah, aux côtés du restaurant chez Marianne qui a été tagué, et nous apportons à chaque fois notre concours dans toutes ces affaires-là. L'organisation juive européenne met à disposition bénévolement ses avocats. Et nous le faisons parce que notre seule raison de rester, en fait, et de ne pas quitter le territoire national et de ne pas partir, que ce soit en Israël ou ailleurs d'ailleurs, c'est de continuer ce combat, pour faire en sorte qu'on retrouve un air qui soit respirable en France pour l'ensemble de la communauté nationale et pas uniquement pour les citoyens de confession juive. Merci beaucoup Muriel Waknin-Melki, présidente de l'Organisation juive européenne, avocate pénaliste également, d'être venue dans ce studio ce soir. Merci à vous. Il est 20h30 sur Europe 1.